Bonjour. Alors, les sujets que je vais traiter aujourd'hui sont extraits de trois articles dans deux numéros. Premier numéro est celui du Neurovascular Disorders dans le Continuum. Et ça va être un article sur les recommandations pour la prévention secondaire des AVC. Et le deuxième numéro est celui de Neurologie Clinics sur la neurotoxicologie. Donc, j'ai abordé essentiellement l'article sur les encéphalopathies toxiques, mais je vais dire deux petits mots sur les convulsions d'origine toxique. Alors, le premier article sur la prévention secondaire des AVC, il y a plusieurs points qui ont été abordés. Le premier par rapport au traitement antihypertenseur. Donc, il s'était posé la question de quelle molécule choisir. Est-ce qu'il y avait une molécule qui a été prouvée comme étant efficace pour la prévention secondaire? Alors, la principale étude réalisée dans ce sens, c'est bien l'étude Progress, qui a donc évalué des patients présentant un AVC ischémique mis sous perindopril plus ou moins indapamide par rapport à un critère de jugement essentiel, notamment le pronostic de l'AVC à 2 ans et à 5 ans. C'est une étude qui a été positive pour l'association perindopril indapamide et on en a gardé la recommandation de l'intérêt du perindopril dans la prévention post-AVC. Une deuxième étude PATS, a été réalisée uniquement entre indapamide et placebo et qui était revenue favorable à l'indapamide. Par rapport aux ARA2, le telmisartan a été utilisé ou a été étudié dans l'étude PROFESS et c'était une étude négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de preuve d'efficacité du telmisartan en prévention post-AVC, mais parmi les critiques qu'on fait à cette étude, c'est le fait d'avoir inclus des patients AIT et AVC, majoritairement avec des chiffres tensionnels d'admission peu élevés. Au décours donc, de l'ensemble de ces études, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas réellement de molécule de choix et qu'il faut tenir compte des comorbidités, notamment de la présence d'une coronaropathie, d'une insuffisance cardiaque, un diabète, une hypertension, une insuffisance rénale chronique, un asthme, etc. Donc il faut un traitement individualisé. Quand on démarre le traitement, les critères ils sont clairs, ils sont déjà connus. En l'absence de thrombolyse, on peut tolérer des chiffres tensionnels arrivant à 22-11 à la phase aiguë, parce que l'intérêt majeur est de favoriser la reperfusion. Dans le cas de thrombolyse, on a des limites tensionnelles plus basses, à savoir une limite à 18, 10,5. Dans les AIT, on recommande de démarrer un traitement rapidement à l'admission du patient, donc immédiatement après l'admission du patient, tandis que dans les AVC constitués, il faut observer un délai de 24 à 72 heures minimum, et c'est un délai qui peut être rallongé si on a un facteur de risque de détérioration, c'est-à-dire un facteur favorisant l'hypoperfusion cérébrale. Quel objectif tensionnel adopter? Pour l'instant, les standards de prise en charge recommandent des limites tensionnelles entre 13,9 et 15,9. Il y a une étude pour les AVC lacunaires SPS3 qui a conclu à l'absence d'intérêt d'un contrôle plus strict dans les AVCI lacunaires. Et il y a eu l'étude SPRINT qui s'est intéressée à l'incidence des événements cardiovasculaires qui étaient justement moins élevés chez les patients lorsqu'on a ramené leur tension artérielle systolique à moins de 12 par rapport à une tension inférieure à 14. Mais c'est une étude, encore une fois, qui s'est intéressée à la survenue d'événements cardiovasculaires chez des patients non admis pour un AVC. Donc, c'est une patient qui avait exclu, c'est une étude qui avait exclu l'étude AVC. Le deuxième point abordé, celui de l'antiagrégation plaquettaire, qui se trouve être le traitement par défaut pour les différentes indications en dehors d'AVCI cardio-embolique. Donc, je souligne qu'ils ont aussi parlé d'antiagrégant plaquettaire comme traitement antithrombotique de l'athérome aortique selon l'étude ARCH, de la dissection carotidienne selon l'étude CADIS, et bien évidemment de l'athérosclérose intracrânienne selon les recommandations de l'étude SYMPRIS. À quelle dose? Donc la dose initiale doit être supérieure à 162 et il y a des études qui parlent d'une dose de 325 mg. Et pour la prévention à long terme, on se suffit d'une dose inférieure à 81 mg
par jour. Il faut observer un intervalle de 24 heures après une thrombolyse avant de démarrer une antiagrégation plaquettaire, après avoir exclu une hémorragie. Et après ces délais, il ne faut pas oublier qu'il y a des présentations, pas chez nous, mais des présentations pour administration intrarectale chez les patients qui ne peuvent pas la recevoir par voie orale ou si la sonde nasogastrique n'est pas encore en place. C'est un traitement à garder à long terme, mais il faut garder en tête que le risque de récurrence est maximal pendant les 3 premiers mois. L'intérêt d'une prévention primaire avec un anti-agrégant plaquettaire est difficile à justifier parce qu'il y a quand même un risque hémorragique, même si en théorie, ce risque est admis pour les doses supérieures à 325. La protection gastrique, sa place, elle est à mesurer parce que ce n'est pas un élément qui va de toute façon réduire ce risque hémorragique. Alors, pour le clopidogrel, il faut penser à démarrer avec une dose de charge pour avoir des taux sériques élevés de manière précoce. Autrement, il faut un délai pour que l'effet du clopidogrel s'installe. L'étude CAPRI a été en faveur du clopidogrel à 75 mg par rapport à l'aspirine à 325 mg en prévention secondaire. Il y a un intérêt à associer les deux pendant 21 jours dans les AVC, dans toutes les indications d'anti-agrégants plaquettaires, sauf dans l'indication dans l'athérosclérose intracrânienne où on recommande une durée de 3 mois d'association selon les recommandations de l'étude Sympris. Il n'y a pas d'intérêt à associer pour une durée plus longue parce qu'il n'y a pas d'efficacité prouvée et les risques hémorragiques sont plus élevés. Les autres molécules, le dipyridamol, c'est-à-dire la persentine, c'est un antiagrégant plaquettaire, un vasodilatateur. Il est administré en 2 prises. Il a montré un bénéfice dans l'association avec l'aspirine dans 2 études, mais il faut garder en tête que c'est une molécule qui est pourvoyeuse de pas mal d'effets indésirables. Le silostazole, qui est approuvé pour les atteintes vasculaires périphériques, une étude menée au Japon a conclu à son non-infériorité par rapport à l'aspirine dans la prévention des AVC, mais c'est uniquement une étude qui avait inclus uniquement des patients japonais, donc difficilement extrapolable aux autres groupes ou à la population en général. Le ticagrelor, qui est proche du clopidogrel, mais qui n'a pas besoin d'une activation métabolique, donc il ne pose pas le problème de résistance donc au clopidogrel. L'étude Thales qui s'est penchée sur son intérêt dans la prévention secondaire des AVC, toujours en cours. Troisième élément, le traitement anticoagulant. Il faut juste rappeler que la principale indication, c'est la cardiopathie emboligène en l'absence de contre-indication avec un Schad vasque à partir de 2. Cette cardiopathie emboligène, c'est bien évidemment la CFA et les valvulopathie, mais pas que. Donc, il faut mettre les patients sous anticoagulants en cas de thrombus intra-OG ou intra-VG, en cas d'IDM avec une hypokinésie antérieure, en cas de fraction d'éjection inférieure à 35%. Les AOD sont maintenant au nombre de 4, puisqu'on a un nouveau anti-10 activé, l'édoxaban, le Lixiana. Et l'ensemble des anticoagulants, c'est-à-dire les anti-2A et les anti-10A, ont maintenant des molécules donc, pour réverser leur effet en cas d'hémorragie ou en cas au besoin de réverser donc, l'effet. Il se pose un point assez intéressant par rapport au fait que ces AOD ont un risque moindre de saignement, parce que dans les études qui ont été menées dans la prévention secondaire de l'AVC, qui à l'époque, avant l'avènement des AOD, et qui avaient étudié ou comparé anti-agrégants plaquettaires et warfarine ou anti-vitamine K, la plupart des études qui avaient conclu à une supériorité des anti-agrégants plaquettaires, c'était par rapport au risque hémorragique lié aux AVK. Maintenant qu'on a des anticoagulants d'action directe qui sont moins pourvoyeurs d'hémorragie, on se pose la question sur la possibilité de les mettre en dehors des cardiopathies emboligènes et donc la possibilité d'élargir les indications des anticoagulants. Un autre point, c'est celui de l'association possible entre AOD et antiagrégants plaquettaires, l'essai COMPASS, qui a étudié l'intérêt de
combiné le rivaroxaban à 2,5 mg à l'aspirine 100 mg et qui s'est révélé supérieur à l'aspirine seule. Il y avait un troisième bras dans cette étude, celui du rivaroxaban à 5 mg associé à l'aspirine, mais c'est un groupe chez qui on a observé un taux plus élevé d'hémorragie. C'est une étude qui avait comme critère d'exclusion les AVC lacunaires, les AVC récents datant de moins d'un mois et les antécédents d'hémorragie. Autre point intéressant, c'est la cardiomyopathie atriale, mieux connue sous maladie de l'oreillette gauche, qu'on doit donc suspecter devant une élévation du pro-BNP en cas d'atteinte électrique sur le CG de l'OG ou en cas d'élargissement de l'OG à l'ETT. Il y a un essai qui est en cours, l'essai Arcadia, pour voir l'intérêt de l'apixaban dans la maladie de l'oreillette gauche quand la CFA n'est pas encore confirmée. Alors, la gestion des ESUS, est-ce que les anticoagulants ont en place? Il y a eu 2 essais cliniques, l'essai Navigate ESUS et l'essai Respect ESUS. Le premier a été suspendu, la première étude a été suspendue, la deuxième s'est révélée négative, donc il n'y a pas de recommandation pour le traitement anticoagulant dans les ESUS. Le traitement anti-hypolipémiant, donc l'intérêt, il est déjà validé. L'étude Sparkle s'est penchée sur l'intérêt de mettre des fortes doses d'atorvastatine, c'est-à-dire des doses à 80 mg par jour chez les patients qui ont un AVC datant de moins de 6 mois et des taux de LDL entre 1 g et 1,9 et l'effet est positif. Et plus important, lorsqu'on arrive à initier le traitement précocement parce qu'après, l'efficacité du produit diminue. Les autres molécules, les étimib, qui réduit l'absorption intestinale du LDL, qui peut être étudié ou utilisé seul ou en association avec la statine. Si l'effet est insuffisant, c'est-à-dire si on n'arrive pas à contrôler le taux de LDL, et il parle de contrôle à partir d'un taux inférieur à 70 mg par décilitre, ou en cas d'intolérance. Donc, les étimib est une molécule qui peut être utilisée. La deuxième molécule, c'est l'inhibiteur de la PSCK9. La PSCK9 étant une enzyme inhibitrice des récepteurs LDL, et donc le fait d'inhiber cette enzyme permet une meilleure disponibilité des récepteurs LDL et donc une moindre fraction circulante du LDL. Donc il y a eu 2 études positives, Fourier, Odyssey Outcome, mais c'est un traitement qui est administré par voie sous-cutanée, donc qui nécessite une injection sous-cutanée, et en soi, ça peut être une limite. Et bien évidemment, c'est un anticorps monoclonal, donc avec un coût très élevé. Le contrôle glycémique, là aussi, c'est une chose connue. Le diabète est dépisté systématiquement dans tous les bilans AVC. À la phase aiguë, quand les chiffres glycémiques sont élevés, il n'y a pas d'intérêt à un contrôle strict et rapide à l'aide d'insuline IV, selon l'étude SHINE. Et à la phase chronique, on se contente ou on suit, en fait, on applique les recommandations de prévention des complications de microangiopathie qui sont valables aussi pour la prévention post-AVC. Alors, la pioglitazone, c'est un médicament qui a un intérêt dans le traitement de la résistance à l'insuline, donc chez les patients qui n'ont pas encore développé un diabète. Selon l'étude ERIS, il aurait un intérêt donc, dans la VCI, mais cet intérêt a été masqué par la fréquence d'effets indésirables. C'est une molécule pour laquelle on avait aussi évoqué un lien probable avec le cancer vésical, et donc il n'y a pas d'indication à la mettre ni en prévention primaire, ni en prévention secondaire de l'AVC ischémique. Donc ça, c'était pour le premier article. Pour la neurotoxicologie, les encéphalopathies induites au toxique sont un groupe très hétérogène. Elles sont rares, mais elles sont importantes à diagnostiquer parce qu'elles peuvent avoir des symptômes peu spécifiques, donc trompeurs, et elles ont un diagnostic qui est des fois facile à poser quand on a accès au dosage nécessaire. Et puis, bien évidemment, ce sont des encéphalopathies réversibles si elles sont prises en charge correctement. Alors, le premier groupe, c'est les encéphalopathies liées aux toxines inorganiques. 4 exemples. Le bismuth, qui est utilisé en industrie cosmétologique, en industrie pharmaceutique, et qui est présent aussi dans certains médicaments contenant des sels de bismuth. L'intoxication peut donner des signes généraux à type d'hypersalivation, de coloration gingivale et de taches muqueuses. Et l'atteinte neurologique,
s'exprime en général sous forme d'encéphalopathie myoclonique et de parkinsonisme. Le risque d'évoluer vers des convulsions ou de survenue de convulsions reste quand même faible. C'est une encéphalopathie qui peut avoir une traduction sur l'imagerie. Bon, j'ai trouvé un seul article qui était d'ailleurs mentionné dans l'article du Continuum, dans lequel on présente l'aspect scalographique supposé être représenté par cette image et qui correspond à la présence d'hyperdensité ou de calcification corticale et au niveau des noyaux gris centraux. C'est un aspect qui est plus facile à voir au niveau de l'IRM, avec des hypersignaux au niveau des noyaux ventraux médiaux thalamiques. La deuxième forme d'encéphalopathie toxique est celle liée au lithium, qui est utilisée dans les syndromes bipolaires, qui est connue pour avoir une fenêtre thérapeutique très étroite et donc exposée à beaucoup de facteurs, à beaucoup d'effets indésirables et beaucoup de risques de toxicité. Ces effets indésirables et ce risque de toxicité est surtout noté chez les patients âgés de plus de 50 ans, en cas d'hyperthyroïdie, en cas d'insuffisance rénale associée. Il faut noter que cette intoxication au lithium peut survenir sans changement posologique quand il y a un changement de l'état d'hydratation, par exemple, du patient. Ça, c'est annoncé par la survenue de tremblements qui peuvent rapidement évoluer vers une ataxie cérébelleuse, un état d'hyperexcitabilité neuromusculaire. Et puis, on résume sous l'acronyme de SILENT le syndrome lié regroupant des complications irréversibles liées à l'usage du lithium. En général, c'est sous forme d'ataxie, de syndrome extrapyramidal et de démence. L'aluminium ou l'encéphalopathie à l'aluminium, aluminique, est un sujet qui concerne essentiellement les patients hémodialysés au stade terminal d'insuffisance rénale chronique. L'aluminium est aussi contenu dans certains médicaments à usage gastro-intestinal. L'encéphalopathie ou l'intoxication aiguë donne une encéphalopathie qui évolue rapidement au coma avec survenue de convulsions. Et l'intoxication chronique peut se révéler ou peut s'exprimer par des dépôts multiples, une faiblesse musculaire, des myalgies ou un tableau démentiel. L'intoxication au CO, donc les facteurs de risque sont connus, de même que la présentation clinique. Un élément important à connaître, c'est que la saturation en oxygène mesurée à l'oxymètre de pouls peut être normale malgré l'état d'hypoxie. Et puis, il y a des critères de prise en charge, notamment par oxygénothérapie hyperbare, qui sont résumés donc, par l'encadré sous le tableau récapitulatif suivant. Alors, la deuxième catégorie est les encéphalopathies liées aux antibiotiques. Donc, c'est un cadre qui est important à connaître parce que c'est une toxicité qui est assez courante, mais en tout cas, c'est des médicaments d'usage assez courant. Et ces encéphalopathies sont surtout liées aux antibiotiques de nouvelle génération. Les facteurs de risque, c'est l'âge avancé, l'état nutritionnel, la présence d'une atteinte du système nerveux central, une atteinte à l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. C'est surtout fréquent dans les cas où l'antibiothérapie est administrée par voie intraveineuse ou intrathécale et lorsque la fonction rénale ou l'épuration rénale est altérée. C'est des encéphalopathies qui ont pour symptômes majeurs des symptômes psychotiques et des mouvements anormaux qui peuvent évoluer vers des convulsions ou une ataxie cérébelleuse. Ce sont des symptômes qui peuvent apparaître longtemps après l'initiation, même plusieurs mois après l'initiation du produit, mais en général, la médiane de survenue de ces signes est de 5 jours. De même, la médiane de résolution de l'encéphalopathie après arrêt du traitement responsable est autour de 5 jours. L'imagerie en général normale, sauf pour l'encéphalopathie au métronidazole qui donne des lésions au niveau cérébelleux, plus précisément au niveau des noyaux dentelés. Mais l'EEG est anormal dans 70% des cas et montre des ralentissements et des bouffées, donc des anomalies peu spécifiques. Les céphalosporines, sous toutes les générations peuvent être responsables donc d'encéphalopathie, mais avec une mention spéciale à la céphipime qui peut donner des tableaux assez particuliers avec des anomalies
d'une plus grande spécificité à l'EEG, les carbapénèmes, les aminosides, les quinolones qui peuvent donner des tableaux d'encéphalopathie myoclonique et qui peuvent donner aussi des syndromes de Gilles de la Tourette-like, les tétracyclines, donc encéphalopathie, mais aussi des signes d'HTIC, et le métronidazole qui donne essentiellement une atteinte cérébelleuse. L'autre groupe médicamenteux sont les antidépresseurs qui peuvent donner des tableaux d'encéphalopathie dans le cadre du syndrome sérotoninergique. Ce syndrome peut apparaître chez les patients qui sont sous association de molécules sérotoninergiques ou sous monothérapie à dose élevée ou en cas d'association de sérotonine et d'opioïdes. Il faut garder en tête que les médicaments sérotoninergiques, ce sont les IRS, les IRSNA, mais aussi les tricycliques et le bupropion, les IMAO et d'autres médicaments, notamment certains antibiotiques, certains antiépileptiques, certains antitussifs, qui peuvent avoir un effet sérotoninergique. Le sevrage brutal en clozapine aussi peut exposer un syndrome sérotoninergique. En général, c'est des tableaux d'installation rapide, mais quand il y a une prise concomitante d'un antipsychotique, le début peut être un peu retardé. Le syndrome sérotoninergique se résume à une triade typique, à savoir une confusion, une excitabilité neuromusculaire, une hyperactivité autonomique. L'encéphalopathie peut avoir des grades très variables, allant de l'anxiété au coma, et un signe moteur important est le clonus. Au niveau des membres inférieurs, au niveau oculaire, on verra que c'est un signe extrêmement important à noter. La prise en charge se résume donc à l'arrêt du médicament sérotoninergique aux mesures de réa, faisant attention qu'il y a des produits qui doivent être évités, notamment la fentanyl pour sédater le patient. Les benzodiazépines sont la molécule de choix. La morphine est réservée aux formes sévères. Il faut éviter les médicaments à effet adrénergique parce que ça peut donner des effets paradoxaux. La cyproheptadine a une action spécifique pour antagoniser l'effet du médicament sérotoninergique. Quatrième classe, les neuroleptiques, donc, qui peuvent induire un tableau d'encéphalopathie via le syndrome malade des neuroleptiques, qui est une tétrade, encéphalopathie, rigidité, fièvre et dysautonomie. Ce sont des tableaux qui sont plus rapides avec les neuroleptiques classiques et qui donnent des formes plus frustres, plus insidieuses avec les neuroleptiques de nouvelle génération, parce qu'on estime que ces molécules, du fait de leur structure plus complexe, induisent des signes, un tableau composite entre le syndrome sérotoninergique et le syndrome malin des neuroleptiques. Il existe bien sûr des diagnostics différentiels, et le premier étant le syndrome sérotoninergique. L'élément distinctif, c'est le clonus, puisque l'hyperréflexie est absente dans le syndrome malin des neuroleptiques. Un autre élément de diagnostic différentiel est la catatonie maligne qui s'installe plus progressivement, où il n'y a pas de rigidité ni de dysautonomie et où les benzodiazépines sont inefficaces. Le parkinsonisme hyperpyrexie est un diagnostic différentiel. C'est une situation rencontrée chez les patients qui arrêtent de façon plutôt brutale leur traitement à la dopathérapie. En cas de prise de neuroleptique chez le patient parkinsonien, ce n'est pas un syndrome malin des neuroleptiques, c'est un diagnostic différentiel. L'hyperthermie maligne, le syndrome anticholinergique, le sevrage de certains médicaments comme les barbituriques, le baclofène ou l'éthanol peuvent donner des syndromes similaires au syndrome malin des neuroleptiques. La prise en charge est basée donc sur l'administration de benzodiazépines et d'agents dopaminergiques. Le dantrolène est réservé aux cas sévères, de même que la corticothérapie ou l'électroconvulsivothérapie. La survenue d'un syndrome malin des neuroleptiques ne contre-indique pas la reprise des neuroleptiques, puisque la récurrence survient dans 10 à 20% des cas, mais il faut bien évidemment, en cas de réintroduction, le faire donc sous surveillance rapprochée. Alors, le chapitre suivant, c'est les convulsions induites par les toxiques, et je vais le résumer en 2 diapos, donc ça va être juste un flash pour dire que c'est une petite proportion des causes des convulsions, mais aussi de status epilepticus, et quand on voit dans les médicaments d'usage plus ou moins courant et aussi dans certaines drogues d'usage plus ou moins habituel, on voit clairement que certains groupes, notamment les antidépresseurs, sont extrêmement pourvoyeurs de crises convulsives. Ils peuvent être responsables
d'à peu près la moitié des, des convulsions toxiques. Et on voit qu'en tête de liste, il y a le bupropion, mais il y a aussi la venlafaxine qui est d'usage assez courant et les tricycliques. D'un autre côté, pour les autres médicaments, on note quand même le tramadol qui est assez largement, on va dire, représenté sur ce diagramme. Alors, pour résumer, sur le plan physiopathe, il y a 3 mécanismes pour expliquer la survenue de convulsions. Alors, chez tous les médicaments qui induisent une augmentation de l'excitation, qui favorise l'entrée du sodium dans la cellule et donc la dépolarisation cellulaire, les médicaments qui entraînent une réduction de l'inhibition et le sevrage brutal des molécules sédatives et donc une levée rapide de l'inhibition. Donc, ces 3 mécanismes peuvent être donc réalisés ou enclenchés par 6 groupes de médicaments, les stimulants, la cocaïne, les amphétamines, les antagonistes GABAergiques, qui sont soit des molécules courantes et connues pour leur effet anti-GABA, mais aussi des médicaments qui sont de la classe des antibiotiques, comme l'isoniazide par exemple, surtout en cas de déplétion en vitamine B6 associée, les antidépresseurs, notamment la venlafaxine, qui a un effet anti-GABA. L'autre groupe, c'est celui des anticholinergiques, notamment les organophosphorés, les agonistes glutamatergiques, que ce soit par la voie de la NMDA ou la voie de l'AMPA, les antihistaminiques et les anti-adénosines. Alors, dans la prise en charge de ces patients, il ne faut pas oublier que ces substances ou ces molécules entraînent aussi des effets systémiques, notamment cardiaques, qu'il ne faut pas aggraver par les mesures de réanimation, les mesures thérapeutiques. Donc l'exemple à retenir est celui de l'intoxication à la cocaïne. Le tableau, le toxidrome, inclut aussi une tachycardie, une hypertension artérielle, qu'il ne faut pas traiter en utilisant des bêta-bloqueurs parce que cela entraîne des complications sur le plan cardiaque. La gestion des dysrythmies se base sur la perfusion des bicarbonates de sodium dans les cas d'allongement des QRS ou une supplémentation potassique ou au magnésium dans les cas d'allongement des espaces QT. Les benzodiazépines est bien la molécule centrale à retenir et bien sûr le charbon activé qui est la seule issue dans l'intoxication aux organophosphorés. Voilà, donc c'était les seuls diapos pour cette présentation.